Nous avons 4 enfants qui sont arrivés avec nous. On était contraints de quitter l'Ukraine. On habitait à Kharkov, on avait notre vie à Kharkov. Et voilà, pendant 10 jours, quand ça a commencé dans le sous-sol pour les bombardements qui étaient chaque jour. On a risqué jusqu'à 10 jours. Bon, après 10 jours, on a compris que ce n'est plus possible, quoi, parce que déjà, madame était partie au marché et quand il est rentré, il s'est déplacé à 1 kilomètre. Voilà, il y a une bombe qui est tombée exactement là où il était. Donc c'est effrayant, les enfants étaient... voilà, et tout le monde était effrayé, on ne savait pas quoi faire. C'est une femme qui était partie épuisée de l'eau, une bombe est tombée, elle a perdu le pied. Non, c'est une femme qui essayait de se sauver avec ses enfants. Une bombe est tombée sur la voiture, ils sont tous morts. Et voilà, quand je suis arrivé, il y a une connaissance à moi qui m'a laissé un message. Il a perdu sa femme, son fils et son enfant, il est resté tout seul. Ce sont des trucs qui sont vraiment terribles à vivre. Les gens ont été contraints de quitter parce que la vie était rendue impossible. Voilà, il n'y avait pas à manger. En même temps, il y avait la panique. Les magasins étaient vides. Et voilà, c'est compliqué. Une ville qui était tout le temps, c'est une très grande ville, Kharkiv. Et c'était pas possible de rouler facilement dans la ville. Mais c'était dernièrement quand moi je partais à la gare, la ville était inhabitée pratiquement. Et on avait du mal à trouver à manger. Voilà, il fallait faire la queue, il fallait. Mais entre-temps, tout le monde s'entraidait. Tu sais, c'est jusqu'à un bout de pain, il y a quelqu'un de l'eau qui a besoin de l'eau, tout ce qu'on a, on partage avec les voisins. On était devenus tous comme si on est de la même famille, quoi. Les gens et pendant c'est après le couvre-feu, parce que le couvre-feu c'était de 18h à 6h. Et là, le matin, les gens sortent dans des trous de métro, parce que beaucoup de monde... le métro, c'est devenu maintenant un camp de refuge, quoi. Nous, sur place, c'est que nous vivions au 2e étage, et pas loin du métro, dans un immeuble de 16 étages. Donc les gens qui sont, par exemple, plus exposés du 16e, voilà, ils étaient obligés de partir. Il y a les écoles aussi dans les sous-sols. Mais bon, ceux qui avaient la possibilité de se cacher un peu dans leurs immeubles, y restaient. Nous, par exemple, notre appartement, c'est 4 pièces. Et puis, il y a un corridor au milieu, là où il n'y a pas de fenêtre. Donc, c'est là qu'on se réfugiait la nuit. La nuit, on passait tous là. Parfois, parce que parfois, ça dépend de l'intensité de l'alerte. Parfois, c'est à des niveaux. Si le niveau est trop grave, bon, maintenant, on va dans le sous-sol avec tout le monde. Mais là-bas, surtout, on privilégiait surtout les gens qui ont des petits-enfants de 2 ans ou de quelques mois. Parce que là-bas, on privilégiait et les vieux, on privilégiait qui gardent le sous-sol. Et puis nous, dans ce cas-là, on se met, voilà. Nous, avec d'autres personnes, on se mettait ensemble chez nous là pour passer la nuit. C'est comme ça. Dans ma famille, on est 7 personnes. Nous deux, nos 4 enfants, un ami de mon fils et sa femme aussi. Voilà. Et puis il y a les voisins d'à côté aussi. Ils avaient un enfant de 8 mois. Par contre, eux, ils habitaient dans un appartement de 2 pièces. Et dans 2 pièces, il y avait les fenêtres. Donc eux aussi, ils arrivaient, voilà, pour se protéger, pour rester avec nous la nuit de temps en temps. Oui. J'ai une voiture, mais ma famille ne pourrait pas. C'est une petite voiture, donc on ne pourrait pas mettre toute la famille là-dedans. Et puis il y a la mairie, à un certain niveau, après 10 jours, ils ont
dit que ce n'est pas souhaitable de quitter avec la voiture parce que c'est trop dangereux. Parce qu'il y a eu beaucoup de cas de gens qui ont essayé de se sauver avec la voiture, ils sont tombés sous bombardement, ils sont péris tout le monde. Donc il y avait des trains spéciaux qui évacuaient les gens des villes plus en danger pour aller dans des coins, pour sortir de la ville, aller dans des coins beaucoup plus sécurisants. Soit de quitter par exemple à Lviv et voilà et là c'était compliqué aussi parce que nous on est parti quand on a décidé de partir, on est parti le matin, on est rentré dans le train, c'est gratuit le train, et on a fait 20 heures de temps en train debout parce que c'était tellement tout le monde voulait quitter, c'était pas possible de s'asseoir. Nous sommes arrivés à Lviv, c'est une ville qui est frontalière avec la Pologne. Normalement, c'est la majorité des Ukrainiens qui ont quitté l'Ukraine sont passés par là. Il fallait trouver un endroit pour faire reposer les enfants parce que c'était insupportable. On a passé une journée là-bas et le lendemain matin, nous sommes partis passer à la frontière et directement on est rentré en Pologne. Et il y a un camp de réfugiés, beaucoup de réfugiés qui sont là. Ma fille et ma femme, ils ont remarqué qu'il y avait une indication de gens qui veulent partir en France. Tess et Virginie, on a parlé avec eux en français. Et là, il y avait tellement de monde qui ne comprenait pas français. Et voilà, on a essayé de gérer un peu. Et ils nous ont dit, bon, moi, mon souci, c'était de pouvoir partir en même temps, avec toute ma famille en même temps. Il n'était pas question, il était hors question qu'on part séparément. Donc eux, ils nous ont rassurés qu'ils vont pouvoir nous amener en France, toute la famille. Et bon, on s'est entraidés un peu là. Et puis après, il y a 2 garçons qui sont passés, 2 jeunes, Julien et David. Et Tess leur a dit, voilà une famille qui veut aller en France. Par contre, il veut partir tout ensemble. Et là, c'est pas évident parce que pour trouver 7 personnes en même temps, tout le monde veut partir, donc c'est pas évident. Alors maintenant, Julien m'a dit, écoute, moi, je peux t'amener, je t'assure que je peux t'amener en France de ta famille, mais à condition que on va patienter, ça sera pour demain, et puis ça va faire 25 heures de temps. Je dis, moi c'est pas mon souci. Mon souci, c'est de pouvoir aller en France. Moi, je parle français, et voilà, Donc, et d'un coup, Julien a une amie ici, une famille d'ici, qui leur a dit, voilà, bon, ils ont parlé, et eux, ils ont dit que voilà, ils vont nous prendre en charge. Donc maintenant, Julien nous a aidés jusqu'à prendre le train, on est arrivé jusqu'en Suisse, et ils ont déplacé un bus pour arriver nous prendre là-bas, jusqu'ici. Et c'est une famille très généreuse, une famille qui a vraiment les mains sur le cœur. La femme de la personne en question était là, il nous attendait. On est arrivé ici, c'était à 1h30 du matin. Il était là debout dans le froid à nous attendre. Et ils nous ont trouvé, là où vivre. Et voilà, on ne manque vraiment de rien. Et ils nous ont aidés dans un court délai de faire les papiers, hein, et les enfants, d'inscrire mes petits enfants à l'école. Je sais pas comment exprimer ma gratitude, hein, parce que c'est pas seulement à moi, mais ils essaient de faire le maximum avec cette femme-là. Elle est arrivée avec ses 2 enfants, et c'est eux qui ont pris le charge depuis son déplacement jusqu'à arriver ici. Et là, c'est la même chose. Ils essaient de l'aider parce que ça fait 3 jours comme ça qui sont arrivés. Ils essaient aussi de l'aider pour avoir les documents, pour s'installer, pour oublier un peu l'horribilité qu'on a vécu en Ukraine. Là, maintenant, sur place, j'essaie de donner un coup de main à la préfecture pour
voilà, pour l'aide médicale pour traduire pour les familles ukrainiennes nouvellement arrivées et pour les colis qui s'avancent, qu'on envoie ça en Ukraine. Bon, madame et les médecins, donc nous, moi et elle, bon, c'est surtout pour la classification des médicaments, voilà, pour aider aux gens qui sont là, qui travaillent pour la transcription en ukrainien, pour que quand ça vient sur place, on sache de quoi il s'agit, voilà. Les gens, la plupart des gens qui sont partis, qui ont quitté l'Ukraine, avec l'intention de retourner, avec l'intention juste de passer, de patienter, de laisser que la guerre finisse. La majorité, ils ont l'intention de retourner. Il y a des gens je parle avec, je suis en contact avec les gens et me disent, oh, si je pourrais retourner dans une semaine, j'espère. Donc, l'intention de la plupart, de la majorité, ce n'est pas de rester, mais de retourner tant que ça serait possible. Bon, il y a sûrement certains qui pensent y rester en France, selon s'ils pourront s'intégrer. Voilà, parce que c'est pas évident. La langue ukrainienne et français, c'est très différent. Donc, par contre, la culture, ce qui fait la très grande différence, c'est surtout la langue. Sinon, il n'y a pas une très grande différence de la vie en France et en Ukraine, dans ce sens-là, je veux dire. Donc, mais il y a des gens qui sont là déjà, malgré la situation, mais parmi, ils sont là, ils travaillent, ils font le télétravail pour que, voilà. Donc, il y a des gens qui avaient leur vie, ils avaient leur maison, ils avaient une vie normale, plus que normale, on peut le dire, et ils étaient obligés de te laisser, de quitter. Il y a ceux qu'on a tout détruit, qui n'ont plus rien. Je pense que parmi ces gens qui vont rester, c'est parce que voilà, ils savent, même s'ils vont retourner, ils savent pas où aller, parce que tout a été détruit. Ça fait pas longtemps qu'on est là, donc ça s'est passé un peu trop vite, Dieu merci. Et ils vont commencer les cours à partir de lundi. Hein. On était à l'école hier, tout était bon, avec à l'aide de la famille qui nous a accueillis. Donc là, et ils sont partis à l'école, ça leur a plu. Ils ont la volonté. Eux, ils étudiaient très bien d'ailleurs en Ukraine, donc ils n'auront pas de problème pour faire l'école ici, hein, parce que tous les deux, ils n'avaient pas moins de 15 sur 20. Donc, ils n'auront pas. C'est ce qui va constituer un peu la difficulté, c'est la langue. Mais une fois qu'ils auront la langue, bon, ils n'auront pas de difficulté à faire l'école ici. Hein. Bon, j'en suis convaincu, en tout cas. Je vais d'abord les remercier de l'accueil qu'ils nous ont réservé au nom de tous les Ukrainiens qui sont là. Bon, et c'est l'hospitalité parce que tout le monde a la volonté d'aider. Peut-être il y a des gens qui ne savent pas comment. Nous, à chaque jour, on nous envoie des choses, des vêtements, pour trier ce qui va et ce qui va, ce qui ne va pas. Bon, on laisse pour d'autres. Et il y a des gens qui en ont et qui sont dans le besoin. Et voilà, je pense l'handicap, le plus grand, c'est le plus grand problème, c'est de trouver de familles, voilà, pour héberger surtout les gens qui ont les familles qui ont des petits enfants surtout. Voilà, là il y a quand même un problème. C'est pas, peut-être il y a des gens qui veulent le faire, mais qui ne savent pas comment. Voilà, parce que c'est pas évident. C'est pas une situation qui est habituelle. Donc, au nom de tous les Ukrainiens qui sont là, sur le savoir, je présente la gratitude. Je leur remercie de l'hospitalité, de tout ce qu'ils font, des volontés, des choses qui se font, qu'on envoie à l'Ukraine, l'aide qu'ils font à l'Ukraine. Ça, c'est vraiment la solidarité, hein, qui font preuve. Ça touche. Et on vous remercie. Et je remercie très particulièrement la famille qui nous a accueillis, mais qui ne souhaite pas être... voilà. Donc, j'en profite pour aussi
Et c'est pas seulement moi, ils ont aidé. Je ne suis pas la seule. C'est pas seulement ma famille qui ont aidé. Il y a tant d'autres familles qui aident, et notamment en Ukraine, parce que j'ai une amie une famille qui ont un enfant de 4 ans, qui sont dans le sous-sol et qui n'avaient rien à manger, il n'y avait pas d'argent, il y avait rien. Et quand ils m'appelaient, je le parlais, et ils ont envoyé de l'argent directement à cette famille qui sont en Ukraine. Voilà, donc ça c'est très touchant, c'est très je remercie à la France aussi de preuves de la solidarité qu'ils font pour les Ukrainiens, de la population française, du soutien de la population française au peuple ukrainien. Et vive la France, vive l'Ukraine.